bienvenue sur la deuxième session de notre webinaire CAP 2022. Aujourd'hui, du coup, à la technique, nous aurons Olivier Picot-Audace, à la technique, voilà. Et à la présentation du contenu, nous aurons Jean-Claude Boile, président du CLAC. Voilà. Et donc, du coup, je vais rapidement vous donner les informations de déroulé. Et avant de commencer directement cette deuxième partie qui s'appelle le contenu du rapport CAP 2022, Jean-Claude va faire un petit lien d'actualité avec ce rapport. Je vous fais ensuite un tout petit résumé de la première partie en 3 minutes et on attaque directement sur la deuxième partie. Ce webinaire est enregistré, chaque session a été enregistrée, la première est déjà en ligne sur notre site internet, le diaporama et la vidéo. Nous ferons pareil pour ce deuxième et la troisième session qui est le lundi 11 février matin, pareil, vidéo et diaporama sur notre site internet. La parole à Jean-Claude. Oui, bonjour. Donc, c'est un petit point d'actualité, c'est à la fois une illustration de ce qui a été dit la semaine dernière, notamment sur les conflits d'intérêts. À ce sujet, je vous invite à lire le dernier numéro du Monde diplomatique, le numéro du mois de février, dans lequel vous avez un article intitulé « La caste au pouvoir » de Michel Pinson et de Monique Pinson-Charlot, justement, qui fait non pas le bilan complet, mais explique et déroule un petit peu toute une série de conflits d'intérêts qui existent au sein du gouvernement, notamment parmi les ministres comme parmi un certain nombre de conseillers. Et pour anticiper sur la séance de la semaine prochaine, vous avez dans ce même numéro une deuxième page qui s'intitule « Même base sur la formation continue » et qui démontre justement comment un certain nombre de dispositions préconisées par le rapport CAP 2022 est déjà en application à travers la loi sur la formation professionnelle et donc sur les parcours professionnels, loi qui met entre les mains du patronat et l'apprentissage et la formation continue. Donc, c'est une excellente introduction au webinaire numéro 3 de lundi prochain. Voilà par rapport à l'actualité ce que je souhaitais vous dire pour les curieux qui pourront se référer à ces lectures-là pour avoir quelques éléments complémentaires dans le débat actuel. Et donc, pour revenir à notre série des 3 webinaires, le premier, le titre était CAP 2022, décryptage d'une méthode. Et donc, Jean-Claude nous a développé, on va dire, en 2 grands chapitres, ce CAP 2022, donc ce comité d'action publique 2022, qui a rendu son rapport Action publique 2022. Donc, ce rapport, en fait, c'est un peu un condensé de la politique ultralibérale de Macron et de son gouvernement. Et les 2 parties qui étaient développées, c'était à la fois ce qu'est ce rapport, sa logique et ce qu'il vise, et dans la deuxième partie, la méthode par laquelle il a été fait, ce rapport. Donc, dans ce qu'il vise et sa logique, on a pu voir qu'il vise énormément à beaucoup de réductions budgétaires, mais elle concerne bien sûr plutôt les dépenses de l'intérêt général et au profit des multinationales. Dans ce qu'il vise, on voit qu'on veut transférer la norme. Alors, ce qu'on appelle la norme, c'est tout ce qui est les lois, réglementations et toutes les normes techniques. On veut les transférer de l'État auprès des multinationales, soit directement les multinationales qui aient la main et qui aient les décisions autour de ces normes. Et donc, ce que ça vise aussi au niveau de la logique internationale dans le cadre de la mondialisation. Donc, c'est bien un rapport français, mais en lien tout à fait avec une politique internationale. Donc, voilà pour ce qu'il vise. Et ensuite, la deuxième partie, éclairons sur la méthode de réalisation de ce rapport, où la main vraiment a été donnée aux multinationales, puisque la plupart des personnes qui ont rédigé ce rapport sont des représentants du CAC 40 et des fonctionnaires. Le secret qui entoure vraiment ce rapport, qui a été rendu public par le syndicat solidaire, il me semble, l'été dernier. Oui. L'été dernier.
et qui n'était pas prévu d'être dévoilé publiquement, et la violence des propositions. Et donc, tout de suite, nous allons pouvoir voir justement le contenu, à une session, le contenu vraiment de ce rapport. Et comme il s'est indiqué d'ailleurs dans le rapport, avant même d'attaquer le contenu, je crois que Jean-Claude, tu vas nous parler un petit peu des convictions qui sont affichées au début de ce rapport. Oui, parce que le rapport commence par expliquer quelles sont les convictions des gens qui ont rédigé le rapport. Alors, quand on va examiner les 22 mesures préconisées, je pense que vous allez comprendre pourquoi le rapport est officiellement tenu secret. Parce qu'il s'agit bien d'une politique parfaitement élaborée, mais qui est, comme l'a dit Isabelle, assez violente dans les propositions, et le gouvernement craignait des réactions à ce rapport, donc il ne souhaitait pas finalement le rendre public. Mais le fait qu'il ne soit pas public ne veut pas dire que le gouvernement n'y tient pas. Au contraire, il met en œuvre déjà les réformes à travers une série de lois, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, mais il est aussi obligé d'avancer sur cette question-là parce qu'il a pris des engagements vis-à-vis de ses partenaires européens et vis-à-vis des institutions européennes. Et il doit tenir plus ou moins ses engagements, que d'ailleurs la Commission lui a rappelé dans la note qu'elle a envoyée pour la préparation du budget à la fin du printemps au gouvernement français, puisque vous savez que dans le cadre de la préparation des budgets nationaux, systématiquement, dans le cadre de ce qu'on appelle le printemps européen, les ministres des Finances se réunissent en conseil, fixent les grandes orientations de ce que doivent être les budgets de l'Union européenne, des différents pays membres de l'Union européenne et notamment de la zone euro. Et sur la base de ces engagements, chaque État membre établit un programme qu'il s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du budget de l'année. Et la Commission donne son opinion sur justement les engagements contenus dans ce programme. Et je vais vous lire ce qui concerne CAP 2022 dans les recommandations de la Commission. Alors c'est une citation un tout petit peu longue, mais je pense qu'elle vaut quand même la peine d'être entendue. Voilà entre autres ce que dit au point 9 de sa recommandation la Commission au gouvernement français. Donc je cite: les revues de dépenses menées depuis 2014 n'ont pas engendré d'économies substantielles et les gains d'efficience obtenus sont restés limités en raison de l'absence de suite appropriée et d'un faible niveau d'adhésion politique. Je vous signale que depuis, il y a eu les manifestations, notamment des Gilets jaunes, sur l'adhésion politique à la politique de Macron. Je continue la citation. La stratégie la plus récente en matière de revue de dépenses a été abandonnée et sera remplacée par le programme Action publique 2022, dont les principes sont énoncés dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Le comité Action publique 2022 doit définir une feuille de route avant l'été 2018 et analyser les mesures à prendre. Cela étant, aucune mesure précise n'a encore été proposée et ce processus ne devrait générer de nouvelles économies qu'à partir de 2020. Une mise en œuvre rapide des mesures de réduction des dépenses profiterait aux efforts déployés pour répondre à la nécessité d'assainissement budgétaire à court et moyen terme. En clair, la Commission dit au gouvernement français: faites des économies, et CAP 2022 doit préciser dans le détail les économies que vous devez faire pour diminuer la dépense publique. Donc, les choses sont assez claires par rapport à la situation politique et à la volonté politique du gouvernement sur la mise en œuvre des préconisations de ce rapport. D'autant plus que ça répond parfaitement à l'idéologie et à la politique d'Emmanuel Macron lui-même et du gouvernement. Alors, comme ça a été dit, le rapport commence par un paragraphe
qui s'appelle Nos convictions, donc de la part des gens qui ont élaboré le rapport. Et leurs convictions sont, je résume bien entendu, mais ça c'est le titre, améliorer le service public tout en faisant des économies substantielles et possibles. Et pour cela, ils s'appuient sur un sondage qui est en fait un pseudo-sondage, puisque c'était un sondage en ligne. Ont répondu 17 000 personnes, dont 10 000 fonctionnaires. Donc, 10 000 fonctionnaires sur 5 000 fonctionnaires au niveau de l'ensemble du pays, ça ne représente pas une proportion très forte. Et c'est encore plus vrai pour les 7 000 autres personnes qui sont des citoyens sur les 67 millions d'habitants qu'il y a dans le pays. Mais de ce sondage, par Internet, le comité en sort un certain nombre de vérités, entre guillemets, qui sont que il faut changer, et il faut changer vite et violemment, parce que les gens le souhaitent, soi-disant, alors que finalement le sondage démontre un attachement très important au service public et à la qualité du service public. Et il faut changer parce qu'il y a l'arrivée du numérique, de l'intelligence artificielle, les big data, parce qu'il y a des mouvements démographiques et un vieillissement de la population, parce qu'il y a l'économie mondiale et la transition écologique, et que donc il faut diminuer la dépense publique parce que la France bat tous les records de dépenses publiques au niveau européen et au niveau mondial, et que donc ce n'est pas soutenable, et que la France est environ 10 points de PIB au-dessus de la moyenne de l'Union européenne. Donc, leurs convictions, ce sont les convictions ultralibérales qu'on nous répète tous les jours dans la grande presse, dans les médias, pour expliquer qu'il faut faire des économies et que ce sont les salariés, les personnes en difficulté qui doivent payer pour que les gens de la petite minorité, de l'oligarchie, puissent continuer à s'enrichir. Voilà. Et les 22 propositions vont toutes dans ce sens-là, même si elles sont souvent rédigées de façon positive pour donner le change, d'une certaine façon, de ce que sont le contenu réel de chacune des propositions. Et justement, c'est ce que nous vous proposons maintenant de voir proposition par proposition. Voilà. Donc, la proposition numéro 1, mais tu as eu raison de le souligner, Jean-Claude, elles sont toutes tournées de façon très positive. Hein, sur les différents titres des 22 propositions, à part une ou deux qui dévoilent un petit peu réellement ce qu'elles cachent, pour le reste, on peut difficilement être contre telles qu'elles sont énoncées. Donc, proposition numéro 1, refonder l'administration autour de la confiance et de la responsabilité. Alors, explique-nous un peu ce que cela sous-entend. Une administration dans laquelle les usagers et les citoyens ont confiance, et une administration responsable, bien sûr, présentée comme ça, tout le monde est pour. Mais la première proposition qui est faite, alors c'est rédigé de façon aussi un petit peu emberlificotée, c'est en fait la suppression de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables. En clair, ça veut dire derrière que jusqu'à présent, les contrôleurs financiers de chaque autorité publique et de chaque ministère, ou ce qu'on appelait avant les percepteurs, sont toujours responsables de leur caisse. S'il y a un trou dans leur caisse, ils sont responsables par leur denier personnel. C'est-à-dire qu'ils doivent rembourser ce qui manque dans la caisse sur leur argent personnel. Si on supprime cette responsabilité-là, et c'est pour ça d'ailleurs que les rémunérations, par exemple des TPG, étaient des rémunérations relativement confortables qui leur permettaient de faire face à cette situation si jamais ça arrivait. Si on enlève cette responsabilité-là, ça veut dire qu'ils ne seront plus du tout responsables devant personne du contenu de leur caisse, qu'il pourrait y en avoir en plus et en moins, et ça veut dire que derrière, on ouvre la porte à toutes les prévarications, à toutes les magouilles possibles, y compris aux mafias. Nous avions jusqu'à présent, et nous avons toujours, une administration en France qui est considérée comme une des plus honnêtes au monde, où il y a très peu, même si, bien entendu, il y a toujours
quelques questions qui se posent, mais il n'y a pas de magouille financière, etc. De la part des fonctionnaires, j'entends. C'est autre chose si on prend les grandes affaires liées à des partis politiques, etc. Mais de la part des fonctionnaires, il n'y a pas de grande perversion par rapport aux questions d'argent, justement parce que les gens sont responsables sur leur denier personnel de la caisse qu'ils sont amenés à piloter et à gérer. Donc, derrière cette présentation d'une administration de confiance et de responsabilité, finalement, on déresponsabilise complètement les responsables de l'administration et on ouvre la porte à des choses qui feront qu'on ira vers un pays en voie de sous-administration et on sait ce que la sous-administration veut dire pour un pays du point de vue de son fonctionnement. Voilà. Donc, on va passer à la proposition numéro 2. Bâtir un nouveau contrat social entre l'administration et ses collaborateurs. Ça peut faire rêver dans l'intitulé. Oui, alors là, c'est en clair le statut de la fonction publique qui est en cause. Or, le statut de la fonction publique, certes, protège les fonctionnaires, leur donne des droits, mais leur donne également des devoirs, notamment le devoir de traiter toute personne qui vient les voir également. On ne doit pas tenir compte du fait que la personne est riche ou pauvre, qu'elle est homme ou femme, qu'elle est de telle ou telle religion, qu'elle a telle ou telle couleur de peau ou qu'elle a telle ou telle chaussure de telle ou telle couleur. Donc chacun doit être traité de la même façon. Et c'est finalement le statut de la fonction publique une garantie pour les citoyens, pour les usagers, d'être traités équitablement. Ce que propose là aussi le gouvernement, c'est donc une modification en profondeur du statut de la fonction publique. Un projet de loi est en préparation, dont on n'a pas le contenu dans le détail, mais on connaît les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est de moins en moins de fonctionnaires, de plus en plus de contractuels, donc des gens qui sont de moins en moins soumis au statut et aux obligations du statut de la fonction publique. C'est une rémunération au mérite pour les agents de la fonction publique, ce qui les met en concurrence les uns par rapport aux autres. Et c'est la création notamment, par exemple, d'agences au détriment des services classiques de l'administration. L'agence permettant justement d'échapper aux règles comptables publiques de façon à pouvoir utiliser les règles comptables du privé. C'est une forme de privatisation, sans le dire, de l'administration. Et en plus, ça permet de donner des salaires aux directeurs de ces agences ou aux présidents de ces agences qui sont très largement hors cadre du statut de la fonction publique. Donc, ça permet d'acheter effectivement les gens qui dirigeront ces agences sur des bases beaucoup plus politiques et en liaison en direct avec l'oligarchie financière, avec les grandes multinationales et les banques. Une concertation a été engagée avec les syndicats des administrations d'État notamment, mais qui n'avance pas parce que dans cette concertation, en fait, le gouvernement est en train d'appliquer, sans le dire, et avant même que la loi ait modifié le statut de la fonction publique, les ordonnances qui ont été adoptées en début de quinquennat pour le privé et pour modifier le code du travail. Donc on est bien dans la même idéologie et dans la même filiation de contenu sur les dispositions qui peuvent concerner les salariés de la fonction publique en général. Et je précise qu'il s'agit de plus de 5 millions d'agents, c'est presque un quart des actifs dans ce pays. Proposition numéro 3. Investir dans le numérique pour offrir un service public augmenté. Alors là, j'ai l'impression que la tournure de la phrase arrive à l'inverse du résultat escompté. Mais oui, mais parce que avec l'intelligence artificielle et le numérique que l'on veut mettre partout, on parle de plus en plus de choses augmentées. Donc on parle du salarié augmenté, c'est-à-dire le salarié dans lequel on peut mettre une puce
de façon qu'on puisse contrôler complètement toutes ses activités pendant qu'il est en activité sur une opération quelconque. Et ça a commencé en Italie. Il y a quelques villes qui, effectivement, ont fourni des puces à leurs salariés, leur mettent des bracelets pendant toute leur activité, de façon qu'on sache exactement où ils sont, ce qu'ils sont en train de faire, s'ils sont en pause, s'ils sont en train de boire du café ou s'ils sont en train de faire leur travail minute par minute et seconde par seconde. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est un rêve futuriste, hein, ça existe déjà. Voilà, et le service public augmenté, c'est la même idée, mais on le voit bien aujourd'hui, le service public augmenté se traduit par des fermetures de services publics sur tous les territoires ruraux. On a des exemples à travers les maternités, les postes, les hôpitaux, les perceptions, etc., mais aussi dans les villes, puisque même dans une métropole comme Paris, on est en train de fermer des postes. On est en train de fermer des services publics. Donc, c'est tous les territoires qui sont concernés sous prétexte de faire des économies. Et en voulant mettre tout numérique, puisque un des objectifs dans cette proposition 3, c'est, le gouvernement l'a déjà largement développé, faire qu'en 2022, toutes les démarches administratives soient dématérialisées. Et un certain nombre de choses ont déjà commencé. Par exemple, en 2019, toute dette supérieure à 300 euros au Trésor public devra être dématérialisée et on ne pourra plus payer ni par chèque, ni par TIP, etc. Donc, ça avance assez vite. Ça entraîne des catastrophes parce que vous avez à peu près 20%, entre 20 et 25% de la population qui est exclue, en fait, toute tranche d'âge confondue, parce qu'il ne faut pas croire que c'est uniquement des difficultés pour les personnes les plus âgées, pour les générations les plus âgées, mais on a aussi des difficultés pour les jeunes générations dans l'utilisation réelle d'Internet, donc exclusion d'un quart à peu près de la population. C'est se mettre sous la dépendance d'une seule industrie. Si on n'a plus d'électricité, il n'y a plus aucune démarche administrative possible, par exemple. Et c'est se soumettre à un risque de cyberattaque, de piratage considérable. On a eu des exemples importants au Royaume-Uni, ou même y compris en France, de piratage de fichiers entiers avec un certain nombre de conséquences très concrètes pour les usagers. Donc, là aussi, sous prétexte de modernité et que le numérique, c'est quelque chose de très bien puisque tout le monde utilise son téléphone et son ordinateur aujourd'hui, on sait d'une part que ce n'est pas vrai et c'est une fragilisation extrême de notre société. Et je pense que c'est exactement ce vers quoi il ne faut pas qu'on aille totalement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas numériser un certain nombre de choses, qu'il ne faut pas utiliser ces techniques nouvelles, mais on ne peut pas tout mettre dans le même panier. L'adage, effectivement, ne peut pas mettre les œufs dans le même panier, est vrai même avec le numérique. La proposition numéro 4, assurer le dernier kilomètre du service public dans le monde numérique. C'est assez étonnant, le dernier kilomètre dans le monde numérique. Mais le dernier kilomètre, c'est finalement les services publics de proximité. C'est compte tenu que l'on ferme de plus en plus de services publics, les gens ne peuvent pas se rendre sur un lieu précis pour faire leurs opérations. Donc, on mutualise des lieux d'accueil uniques, d'où la mise en place des maisons de services au public et non plus des maisons de services publics, avec des agents qui doivent être polyvalents, puisqu'ils doivent être capables de traiter des opérations concernant aussi bien les EDF, les problèmes d'urbanisme, les problèmes de transport, les problèmes liés aux impôts, etc. Donc, on voit bien que c'est quelque chose d'extrêmement difficile
et d'impossible. Et on nous fait cette proposition-là, alors que le gouvernement, aujourd'hui, pour faire des économies et parce que ça coûte trop cher, a gelé la création des maisons, justement, au public en 2019, parce que il y en a plus qui ont été ouvertes, puisqu'il y a des besoins concrets sur les territoires, que ce qui était prévu. On en est aujourd'hui à 1300 maisons au service public. Ça coûte trop cher, d'autant plus que certains nombres d'opérateurs qui finançaient conjointement les maisons, comme la SNCF et GRDF, ont quitté le processus maison au service du public. Et donc, on nous dit, on va assurer ce dernier kilomètre, donc la présence physique de services publics sur le territoire, et finalement, on prend des dispositions complètement contradictoires dans la réalité. Alors maintenant, le nouveau grand principe mis en avant, qui a été développé dans la presse ces derniers temps, c'est les bus de service public qui se promènent sur un territoire donné, dans un département, et qui restent 1 heure dans tel village, 1 heure dans tel autre village, avec toutes les questions aléatoires qui sont posées du point de vue de la présence, du point de vue de la régularité, et puis des problèmes de polyvalence, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont encore accentués, parce que dans un bus, il y a encore moins de personnel que dans une maison. Donc là, c'est finalement une affirmation qui est complètement contradictoire avec les politiques qui sont menées concrètement par le gouvernement. On va à la proposition numéro 5. Réduire le renoncement aux soins, améliorer l'espérance de vie en bonne santé, désengorger l'hôpital. Voilà, donc là, on entre vraiment dans des propositions qui, vous allez le voir, pour l'essentiel, visent toutes des économies essentiellement. La conviction du groupe de travail des CAP 2022, c'est que notre système de santé est trop coûteux. Il coûte 1,3 point de PIB de plus que la moyenne européenne. Donc, il faut faire des économies pour au moins rejoindre la moyenne européenne, voire aller en deçà de la moyenne européenne. Donc, pour ça, on doit revoir l'organisation de l'hôpital. D'une part, certains services sont fermés, etc., ou complètement désorganisés, voire certains hôpitaux sont fermés, de façon à obtenir, d'ici 2022, 5 milliards d'économies. Donc, on voit mal comment on pourrait améliorer le fonctionnement de l'hôpital, donc améliorer l'espérance de vie. Tout le monde est pour l'amélioration de l'espérance de vie, bien entendu. Tout le monde souhaite vivre le plus longtemps possible. Donc, personne ne peut dire « je suis contre cette mesure-là ». Sauf que, concrètement, ce qu'on nous propose, c'est des économies, donc aller exactement à l'inverse de ce qu'il faut faire, puisqu'on sait très bien que, justement, ce qui coûte le plus cher, c'est quand on vieillit et qu'on est plus sujet à des maladies, voire des maladies chroniques. Donc, là aussi, c'est une façon de présenter les choses qui est un mensonge. On se demande que finalement, si le premier fabricant de fausses nouvelles dans notre pays n'est pas le gouvernement et les organismes ultralibéraux qui tournent autour du gouvernement. Proposition numéro 6. Retarder dans la dépendance et mieux prendre en charge les personnes concernées. Alors, d'une certaine façon, c'est le prolongement de la proposition numéro 5, puisque là, il s'agit effectivement des personnes âgées, parce que ce sont les personnes âgées qui rentrent dans la dépendance. Donc, ce qui nous est mis en avant, c'est de dire, et faisons en sorte que les gens rentrent le plus tard possible dans la dépendance, et que quand ils sont dans la dépendance, on les prenne mieux en charge. Tout le monde connaît l'état des EHPAD aujourd'hui. Tout le monde a entendu parler des grèves qu'il y a eu extrêmement longues et EHPAD. Et là aussi, il s'agit de faire des économies, de faire 300 millions d'économies sur les personnes âgées, et on voit mal comment on peut mieux les prendre en charge quand ils sont dans la dépendance si on fait des économies, parce que les économies, ça se fera sur les qualités de l'accueil, les qualités de soins
et le personnel qui s'occupe de ces personnes âgées qui va encore diminuer. Alors on sait qu'aujourd'hui, les personnels se plaignent de ne pouvoir pas faire leur boulot, leur travail correctement, parce qu'ils sont soumis à des cadences beaucoup trop fortes et qu'ils ne peuvent pas s'occuper dans de bonnes conditions des personnes âgées, dans des conditions humaines tout simplement, parce que ce dont ont besoin les personnes en dépendance, c'est justement de la présence humaine, c'est justement que l'on s'occupe d'elles très concrètement. Proposition numéro 7. Simplifier la vie des personnes en situation de handicap et celle de leurs proches. On reste dans la continuité. Alors ça, c'est aussi dans la continuité, parce que pour que les gens rentrent le plus tard possible dans la dépendance ou rentrent le plus tard possible dans des établissements, ce qu'on appelait les maisons de retraite avant ou les EHPAD aujourd'hui, ça veut dire qu'ils restent chez eux et beaucoup doivent avoir des gens qui les accompagnent, voire des gens dans leur famille qui les accompagnent. Donc, il s'agit de, soi-disant, simplifier la vie des accompagnants en simplifiant les relations avec l'administration de façon à, soi-disant, mieux satisfaire les besoins des personnes dans cette situation. Si vous ramenez ça à la numérisation de tous les actes administratifs avec ce qu'on a dit, avec l'histoire des maisons de services au public et de la fermeture des services publics, on voit bien que là aussi, présenté sous une forme positive, il s'agit de faire des économies essentiellement. Et on peut constater en plus que dans la vie, chaque choc de simplification qu'on nous a annoncé, se sont toujours traduits par des chocs de complexification pour les gens qui sont confrontés à ces démarches administratives, parce que de plus en plus, ce sont les usagers, les gens qui doivent faire eux-mêmes le travail, sans forcément connaître ni le langage administratif dans son détail, ni le type d'opération qu'ils doivent faire. Donc, ça leur complique souvent la vie et ils doivent passer beaucoup de temps à remplir des questionnaires extrêmement fastidieux qui ne sont parfois pas toujours très utiles. Et je confirme, effectivement, pour avoir régulièrement affaire à des plateformes et différentes choses, c'est compliqué. Proposition numéro 8. Réduire les inégalités et placer la France dans les 10 meilleurs systèmes éducatifs mondiaux. Et là, on parle du classement PISA, qui est en référence. Donc là, on repositionne dans ce rapport la France par rapport au reste du monde. Oui, parce que dans ce classement PISA, qui est un système de classement des systèmes éducatifs, notamment à l'école et au collège et au lycée, des pays, mais en fonction de la qualité de l'enseignement et des acquis des élèves. Or, la France ne cesse de dégringoler dans ce classement qui existe depuis, je ne sais plus, une dizaine ou une quinzaine d'années, et chaque année, la France régresse dans ce classement. Donc, du point de vue de la propagande gouvernementale, mais aussi de prestige de la France, c'est pas très bon, et il s'agit de remonter dans ce classement. Pour remonter dans ce classement, pour que les acquis des élèves soient les plus solides possibles, que ce soit en lecture, en mathématiques, en sciences, etc., il est évident que ça ne peut pas se faire si on diminue les effectifs des enseignants, si on ferme les écoles sur des territoires et on oblige les élèves à se lever très tôt pour prendre le car, pour faire 10, 15, 20 ou 30 kilomètres pour aller à l'école et revenir le soir dans les mêmes conditions. Donc, là aussi, on ne comprend pas bien comment on peut à la fois fermer des écoles et améliorer le classement PISA. Alors, pour améliorer le classement PISA, certes, le gouvernement actuel a dédoublé les classes en CP et je crois en CM1 dans les zones prioritaires. Mais on voit très bien que ce n'est pas seulement à ce niveau-là qu'il faut agir, il faut agir beaucoup plus profondément. Et en plus se pose, je pense, aujourd'hui un vrai problème sur le contenu des programmes tels qu'ils sont élaborés par le nouveau ministre de l'Éducation nationale.
Et vous voyez bien que en bas de la proposition, il y a 300 millions d'économies. Donc, on ne voit pas non plus comment on pourra améliorer la qualité de l'enseignement auprès des élèves sur l'ensemble du territoire si on fait des économies. Les économies, elles sont conformes avec la fermeture des écoles, etc., qui se passe à différents niveaux. Et la problématique des difficultés que rencontrent les enseignants dans leur travail de tous les jours. Donc là aussi, hein, comment faire pour améliorer la qualité en faisant systématiquement des économies. Ça, ce n'est pas expliqué dans le rapport. Il y a simplement un certain nombre d'affirmations et de convictions que c'est possible. Alors, bien sûr, dit comme ça, tout est possible. Dans la réalité, les gens qui le vivent concrètement n'ont pas toujours ce sentiment-là. D'ailleurs, on le voit bien, hein, les couches les plus aisées sont en train de quitter l'école publique et d'aller de plus en plus vers le privé, vers l'entre-soi. Ce n'est pas tout à fait un hasard. Et ce type de disposition qui est mise en avant par le gouvernement aujourd'hui favorise l'école privée au détriment de l'école publique. On a même dans un département qui a décidé de fermer dans la même ville, une petite ville, un collège public au bénéfice du développement du collège privé à côté. D'ailleurs, je dois dire que ce n'est pas forcément, je dirais, les gens les plus aisés. Enfin, moi, avec mes enfants, on est dans un quartier prioritaire. Et ce n'est pas forcément les gens les plus aisés qui font sortir leurs enfants du système public. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. De quoi ça, voilà. Et donc, pour revenir sur les dédoublements juste des CP, moi, je dois dire que dans l'école de mes enfants, ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils ont dédoublé les CP, mais du coup, ils ont perdu l'avantage, alors qu'ils sont en zone d'éducation prioritaire, d'avoir un dispositif qui était un prof supplémentaire qui permettait de tourner dans différentes classes. Bah, ce dispositif-là a sauté pour pouvoir, cette maîtresse-là, en fait, qui était sur cette fonction-là, a été basculée du coup sur un CP. Et donc, du coup, effectivement, on a bien dédoublé, mais alors du coup, on n'a pas pour autant créé de nouveaux postes. Ça, c'est clair. C'est clair. Et le fait que maintenant même, des gens qui ne font pas partie des plus aisés éprouvent le besoin d'envoyer leurs enfants dans des écoles privées en payant, démontre qu'il y a un véritable problème, parce qu'on oblige un certain nombre de couches de la société de faire des dépenses supplémentaires, alors que normalement, depuis la Troisième République, l'école publique doit être gratuite. Et elle est donc de moins en moins gratuite, cette école, voilà, et de moins en moins publique. Alors, on passe à un autre sujet. Non, on est encore dans cet enseignement. Proposition numéro 9. Augmenter et améliorer l'accueil dans l'enseignement supérieur en diversifiant l'offre. On passe à l'enseignement supérieur. Là aussi, si on... Toujours pareil, bon, mais bien sûr qu'on est pour l'amélioration de l'enseignement supérieur, pour une offre plus importante et tout. Sauf que on voit bien qu'on entre dans une période où la sélection est de plus en plus forte avec Parcoursup et que cette sélection avec Parcoursup se fait sur des bases sociales et territoriales. Puisque les lycées, par exemple, dans les petites villes ou dans les campagnes, quand ils existent, offrent moins de possibilités que un certain nombre de lycées dans les grandes villes, du point de vue option avec le bac. La réforme du bac est une réforme qui accentue considérablement la sélection, puisqu'il faut choisir des options à partir de la seconde et on se retrouve dans une situation où des adolescents qui n'ont pas forcément une vision encore très précise de ce qu'ils pourraient faire et même de ce qui leur convient le mieux, sont obligés de choisir de façon quasiment définitive. Et après, quand ils arrivent au bac, il y a la sélection Parcoursup. Et puis la meilleure illustration, à la limite de l'hypocrisie du gouvernement, c'est l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, qui fait que déjà, en 2019, la France commence à régresser là aussi sur son attractivité par rapport aux étudiants, y compris aux étudiants africains francophones. Par exemple, l'Allemagne est passée devant la France du point de vue de l'attractivité.
sur ces questions-là, justement parce qu'on a pris des dispositions absurdes du point de vue même de l'influence de la France et de ce qu'on peut dire du point de vue de l'enseignement supérieur. Donc, voilà, là, on n'est pas devant vraiment une amélioration de l'offre et un élargissement de l'offre. On est vers un certain nombre de mesures qui, au contraire, rétrécissent les possibilités qu'ont les étudiants sur l'ensemble du territoire. On a aujourd'hui des étudiants dans certaines disciplines qui partent à l'étranger, beaucoup en Belgique, beaucoup d'étudiants qui veulent faire médecine partent en Roumanie, où il y a au moins une université, sinon plusieurs, qui enseignent en français et qui donc, avec l'équivalence des diplômes aujourd'hui, permettent de former des médecins qui seront après, qui pourront venir travailler en France. Donc, on n'est pas dans une vraie politique de diversification de l'offre et d'augmentation de l'offre. Au contraire, on est vers un rétrécissement complètement absurde et complètement mesquin. Mais il s'agit essentiellement pour l'oligarchie de financer, enfin de former plus exactement, la minorité dont elle a besoin pour son propre fonctionnement. Le reste ne l'intéresse pas et l'éducation citoyenne et l'éducation de population n'intéresse pas l'oligarchie, ça lui coûte trop cher. Et donc, on arrive à la proposition numéro 10. Alors, on s'attendrait, puisqu'on était dans le plutôt primaire et puis après lycée, collège, à avoir une proposition en faveur de l'emploi. Mais non, on passe après la case études supérieures, on passe à la case demandeur d'emploi. Et donc, la proposition numéro 10, mettre le demandeur d'emploi en capacité de construire sa recherche d'emploi. Là aussi, compte tenu du niveau de chômage, qui se maintient au-delà de 9% de la population active. On ne nous parle pas de trouver un travail, mais d'employabilité, comme toujours. Et l'idée géniale qu'a eue les rapporteurs d'Action publique 2022, c'est de créer un chéquier. D'ailleurs, vous voyez bien que c'est un vocabulaire marchand qui est mis en avant, d'évolution professionnelle qui accompagnera chaque salarié et dans lequel sera noté toutes les démarches qu'il aura faites pour trouver un emploi et éventuellement tous les emplois qu'il aura tenus. C'est-à-dire qu'on a une régression de plus de 100 ans en arrière où il y avait des carnets de travail que chaque travailleur, que chaque salarié devait posséder et dans lequel il y avait marqué là aussi, tous les emplois qu'il avait eus et éventuellement les appréciations des patrons sur la conduite et le comportement des salariés, s'il était docile ou non, s'il était syndiqué ou non. Donc, on en revient à cette période-là à travers ce chéquier parce que les patrons demanderont, avant d'embaucher, est-ce que vous avez votre chéquier et est-ce que je peux voir votre chéquier? Et en plus, on voit qu'à travers ce processus-là, on ne sait pas trop comment, mais ce qu'envisage le CAP 2022, c'est une économie de 350 millions d'euros sur les demandeurs d'emploi. Donc, on ne voit pas bien comment on améliore là aussi des capacités à construire sa recherche d'emploi en faisant en sorte qu'on diminue les moyens offerts aux gens qui cherchent un emploi. D'autant plus que on l'a vu, c'est ce que je vous invitais à lire dans le monde diplomatique, à travers la loi sur les parcours professionnels, y compris les formations professionnelles sont complètement mises entre les mains du patronat qui contrôlera donc la formation des gens, leur évolution sur la recherche de l'emploi et la façon dont ils pourront être embauchés. Et donc, nous passons à la proposition numéro 11, se loger à moindre coût. Et là, ça fait rêver dans l'énoncé. Alors, on a une crise du logement depuis très très longtemps dans ce pays. On a de plus en plus de gens qui dorment dehors la nuit. Le logement
coûte cher dans le pouvoir d'achat des ménages, notamment dans les grandes villes. Donc, comme on passe beaucoup trop d'argent dans le logement, il s'agit là aussi de faire des économies. Et de ce point de vue-là, on le verra la semaine prochaine avec la loi Elan, qui, en définitive, en obligeant les offices HLM à se regrouper, en les obligeant à vendre une grande partie de leur patrimoine, en les obligeant à alimenter le budget de l'État, puisque le gouvernement oblige les offices et les organismes d'HLM à alimenter le budget de l'État pour 1 milliard, 1,5 milliard. Enfin, ça évolue et ça augmente avec le temps. On casse en définitive le logement social qui, pour les familles de salariés, était une façon de se loger dans des logements décents depuis très longtemps. Et on améliore là aussi se loger à moindre coût, c'est faire des économies. Finalement, le moindre coût, c'est faire des économies par rapport au budget de l'État et au budget consacré au logement. Donc, 3 milliards d'économies, d'amélioration pour les finances publiques. Enfin, 3 milliards d'amélioration pour les finances publiques, on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière, dont 1,4 milliard d'économies directes. Voilà, mais derrière les 3 milliards d'amélioration des finances publiques, c'est le 1,5 milliard que l'État prend dans la caisse des offices HLM, sans doute, qui sont mis en avant. Bon, si on détruit le logement social, on n'améliorera pas les conditions de logement de la population, c'est évident. Nous passons à la proposition numéro 12. Simplifier les dispositifs sociaux au titre de la solidarité nationale et mieux accompagner ceux qui en ont le plus besoin. Là, je pense qu'il y a du boulot. Mais là, il y a du boulot. L'idée, c'est que la complexité des aides coûte cher. Environ 30% des personnes, nous dit-on, qui ont droit à des prestations sociales ne les prennent pas, c'est notamment vrai pour le RSA. Donc, l'objectif affiché, c'est, tout en faisant des économies, permettre à 100% des bénéficiaires d'accéder à leurs droits. On ne voit pas comment on fera des économies si 70%, si les 30% qui n'y ont pas accès y ont brusquement accès. Donc, voilà, là aussi, c'est une affirmation positive pour quelque chose qui va se traduire par des difficultés supplémentaires, sans doute pour les gens. Et là, on n'a pas de chiffrage, on dit simplement que tout ça devrait permettre un certain nombre d'économies, mais je pense que les rapporteurs, enfin disons les membres du groupe de travail CAP 2022 n'ont pas osé aller jusqu'au bout de leur proposition, notamment de celle-ci, parce qu'elle est vraiment d'une violence extrême, puisqu'il s'agit de diminuer les prestations sociales dans notre pays, puisqu'on est largement au-dessus de la moyenne européenne. Alors là, on va arriver à une série de mesures qui touchent plus à la justice. Proposition numéro 13, réduire les délais de jugement. Alors là aussi, on est devant un enfumage assez scandaleux à partir de propositions techniques. Parce que c'est vrai que la France est assez régulièrement condamnée par la Cour de justice des droits de l'homme de Strasbourg parce que les délais de jugement sont beaucoup trop longs. C'est vrai que la justice française est longue. Alors, on a en cours de débat une proposition de loi sur la réforme de la justice qui notamment réduit les droits de la défense et augmente considérablement les droits des procureurs, donc de l'accusation, et des policiers dans leur enquête. Et dans les propositions qui sont faites au niveau de CAP 2022, notamment, il s'agit de rendre l'appel non suspensif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand vous êtes condamné en première instance, l'application de votre condamnation doit être exécutée immédiatement. C'est-à-dire, vous êtes, par exemple, condamné à 1 an de prison.
en première instance, vous rentrez tout de suite en prison. Or, jusqu'à présent, vous êtes condamné en première instance à 1 an de prison, vous faites appel, vous n'allez pas en prison. Vous n'allez en prison que si l'appel confirme le jugement de première instance et si vous n'allez pas en cour de cassation. Et si vous allez jusqu'à la cour de cassation, vous n'allez en prison que si vraiment chaque instance, à chaque niveau, confirme la peine et ce n'est qu'au bout du processus juridique que vous allez faire votre peine. Là, il s'agirait de faire exécuter la peine dès le premier jugement. C'est-à-dire qu'on rend en définitive l'appel inutile, puisque on sait qu'il y a une lenteur et que ça demande des délais. Vous êtes condamné, vous faites appel, mais votre jugement en appel se déroulera dans les 8, 6, 10 mois, 1 an ou 2 ans, selon le cas. Et si vous êtes condamné à 6 mois, 8 mois ou 1 an de prison, vous aurez fait vos 6 mois et 8 mois ou 1 an de prison avant votre jugement d'appel. Donc, si vous êtes relaxé à l'appel, ça vous fera de belles gens parce que vous aurez fait votre année de prison. Donc là, c'est vraiment quelque chose de profondément scandaleux qui est présenté sous la forme technique et peut-être quelque chose qui peut paraître naturel. On est condamné, on fait la peine. Et en définitive, on peut être condamné et puis relaxé par le tribunal d'appel et on aura fait la peine pour laquelle on a été condamné. Donc, c'est une atteinte aux libertés fondamentales et aux droits de la défense qu'on n'a jamais vu dans un pays démocratique tel que la France. Alors, on nous dit que l'ensemble de ces réformes doivent permettre d'accroître l'efficacité de la justice et en particulier de réduire les délais de jugement et de procédures civiles. On voit bien ce qu'il y a derrière. On entre vraiment dans un régime répressif. Et c'est effectivement la répression qui l'emporte sur tout le reste. On fera donc là aussi, mais ce n'est pas chiffré, des économies au détriment des libertés, puisque les gens seront incités à ne plus faire appel et à ne plus aller au deuxième en recours et jusqu'à la Cour de cassation, voire jusqu'à la Cour de justice européenne. Alors du coup, ça questionne un petit peu, donc on arrive à la proposition numéro 14, mais déjà ce qui a été énoncé dans la proposition numéro 13 questionne parce qu'on sait quand même qu'il y a la surpopulation carcérale, d'ailleurs ce n'est pas caché, c'est mis dans la proposition numéro 14, donc ça interroge quand même sur, on fait des annonces, mais est-ce qu'on pourra le faire derrière? Proposition 14, assurer l'exécution de la totalité des peines d'emprisonnement ferme dans les délais, tout en supprimant la surpopulation carcérale. Quel tour de passe-passe, quel tour de magie fait-on pour, alors qu'il n'y a pas de place en prison, qui sont du coup en surpopulation, et la France est régulièrement sanctionnée sur la qualité justement de l'exploitation de ces prisons. Quel est le tour de passe-passe, Jean-Claude? Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on construit en France des prisons, mais on sait que chaque fois que l'on construit une prison, on met plus de gens en prison, donc il y a toujours surpopulation dans les prisons. Et on est en contradiction avec ce qui se passe dans beaucoup de pays, les Pays-Bas, l'Allemagne, les pays nordiques, où on est en train de fermer les prisons. Les Pays-Bas, par exemple, ont fermé un certain nombre de prisons et pour utiliser les locaux, ils les louent à leurs voisins belges. Voilà. Et nous, on est complètement en contradiction avec ça parce qu'on n'a absolument pas de réflexion sur ce qu'est l'enfermement et ce qui se passe dans les prisons. On sait que c'est un lieu, par exemple, de radicalisation dans tous les domaines extrêmement fort. Donc, on fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et le tour de passe-passe qui est fait pour que les gens exécutent la totalité de leur peine, c'est aussi développer les enfermements chez soi. Donc, mettre un bracelet à la cheville des gens pour qu'ils ne sortent pas de chez eux et qu'ils fassent leur peine d'enfermement dans leur logement, ce qui permet de faire des économies puisqu'il n'y a pas besoin de les loger. Il faut qu'ils se nourrissent en même temps, donc que s'ils se retrouvent tout seuls, en tout cas que leur famille les aide à tout simplement vivre. Donc, on est là aussi devant une série de dispositions qui sont à la fois répressives
parce qu'on veut que les gens fassent leur peine et on les enferme chez eux, est à la fois contre-productive et en contradiction avec tout ce qui se passe dans les pays les plus évolués du point de vue de la gestion de la violence dans la société, qui est effectivement faire en sorte que l'enfermement est un dernier recours le plus réduit possible pour faire en sorte que les gens qui sont condamnés pour une raison ou pour une autre puissent se réinsérer par la suite dans la société. Aujourd'hui, la prison en France n'aide pas à la réinsertion, au contraire, c'est plutôt une exclusion qui est développée à travers la prison. Voilà. On n'a pas de chiffrage là non plus très précis des économies qui sont envisagées avec cette mesure-là. Proposition numéro 15. On quitte les prisons, simplifier et diminuer le coût du dispositif de recouvrement des prélèvements obligatoires. Alors, là aussi, il s'agit à travers ça de renforcer l'efficience des organismes en charge de recouvrement. Donc, c'est l'URSSAF, c'est la DGIFP, les impôts que l'on paye et tout. Donc, c'est la généralisation du paiement par dématérialisation, soit les virements, soit la carte bleue, etc. L'objectif étant d'aboutir à un recouvrement 100% numérique le plus vite possible grâce à l'intelligence artificielle. Donc voilà. Et l'impact attendu, c'est réduire le nombre de taxes et faire 1 milliard d'économies de cette façon-là. Alors réduire le nombre de taxes, dit comme ça peut être intéressant, mais il faudrait préciser quelles taxes. Bon, est-ce que c'est des taxes qui concernent les entreprises les plus riches? Est-ce que c'est des taxes sur l'essence? Est-ce que c'est des taxes, par exemple, sur la facture d'électricité, on paye des taxes sur les taxes, et voire même, pour une, on paye une taxe sur une taxe sur une taxe, 3 fois. Rien que ça. Rien que ça. Donc, on pourrait réduire, par exemple, la facture d'électricité et la fracture énergétique, rien qu'en diminuant effectivement les taxes sur l'électricité. Mais a priori, ce n'est pas tellement de ça dont il s'agit quand on lit le rapport d'un peu plus près. Donc, proposition numéro 15, qui m'avait fait un petit peu... numéro 16, pardon, qui m'avait fait douter quand j'avais vu voilà, le petit diaporama préparé. Je me suis dit, cet énoncé-là ne doit pas être l'énoncé réel de la proposition dans le rapport, mais si, en fait, c'est la proposition qui est donc allée vers une société zéro cash pour simplifier les paiements tout en luttant mieux contre la fraude fiscale. Donc, elle est en rouge parce qu'elle semblait importante, mais c'est bien l'intitulé tel qu'il est mis dans le rapport. Elle est en rouge pour signifier alerte rouge. Parce que zéro cash, ça veut dire que demain, et l'objectif c'est zéro cash en 2022, il n'y a plus de billets, il n'y a plus de pièces, vous n'avez plus de liquide dans votre porte-monnaie, vous payez toutes vos achats, toutes vos transactions, soit avec la carte bleue, soit avec votre téléphone. Ce qui veut dire qu'on se met avec les chèques, complètement... Non, parce que l'objectif, c'est aussi zéro chèque. Je sais bien. Et ça veut dire qu'on vous met complètement entre les mains à la fois d'une technologie qui est la technologie numérique, avec tout ce qu'il y a derrière du point de vue des GAFA, enfin Google, compagnie. On vous met entre les mains des banques uniquement, et vous n'avez plus aucune liberté. Et en plus, comme chaque achat sera fléchable, sera enregistré, vous serez dans une situation où on pourra contrôler tous les achats que vous faites, y compris vous faire des réflexions, notamment pour les personnes les plus en difficulté, celles qui sont au RSA et compagnie, sur les achats que vous faites. Et si vous faites des achats qui sont considérés comme non justifiés par rapport à vos revenus, on vous dira, mais vous faites des achats qui ne sont pas justifiés, qui sont indus, donc on vous diminue, y compris votre RSA, parce que vous n'êtes pas responsable. Donc ça peut aller extrêmement loin, ce contrôle de la société.
Voilà. Donc, et il ne faut pas prendre cette question à la légère. On pourrait penser qu'ils sont un peu fous à Cap 2022, mais la Suède est en train d'y aller. Hein. L'essentiel des achats se font maintenant de façon dématérialisée en Suède et ils envisagent dans les 2-3 ans qui viennent justement d'aller vers zéro cash. En Belgique, vous n'avez plus un seul chèque, et pas seulement en Belgique. Alors, il y a des résistances dans d'autres sociétés. En Allemagne, les 3/4 des achats se font en liquide. Donc, ça sera difficile. En France, on voit bien que on utilise encore beaucoup le liquide majoritairement aussi. Mais il y a une volonté très forte parce que ça fait des économies. Il n'y a plus besoin de fabriquer de billets, plus besoin de fabriquer de pièces. Donc, ça fait des économies et pour les banques, puisqu'elles n'ont plus tout ça à manipuler. D'ailleurs, elles sont en train de fermer dans un certain nombre d'endroits les distributeurs de billets. Oui, je confirme. Parce que ça leur coûte trop cher et ça fait des économies pour les États membres puisqu'il n'y a plus besoin de fabriquer ces billets et ces pièces. Donc la volonté est très forte avec derrière tout le système de contrôle social et c'est pour ça que nous avons mis cette proposition en rouge pour signaler alerte rouge parce que je crois que ça risque d'être à la fois du point de vue matériel et concret, des difficultés supplémentaires pour beaucoup de gens, notamment tous ceux qui sont exclus sur le numérique. Ça vous oblige à acheter des instruments et des outils comme les téléphones dont vous n'avez pas forcément besoin et dont vous ne voulez peut-être pas. Et moi, je connais des gens qui refusent d'avoir la carte bleue parce qu'ils considèrent que c'est une atteinte à leur liberté. Et ça vous oblige à passer par un système pour lequel vous n'avez absolument aucun choix et avec un système de contrôle tout à fait essentiel. Quand on relie ça à l'intelligence artificielle, à ce qui se passe, y compris chez nous, sur les caméras que l'on met partout dans les villes, qu'avec reconnaissance faciale, où on peut contrôler tout mouvement jusqu'à vos humeurs et puis soi-disant prévoir si vous allez faire un attentat ou si vous allez taper sur votre voisin, on voit bien à quel système quasi totalitaire on risque d'aboutir, notamment avec des gouvernements d'extrême droite. Derrière, le système néolibéral lié à la numérisation, à l'informatique, est un véritable système totalitaire. Qui, là, n'est plus vraiment masqué. Proposition numéro 17. Concentrer l'offre audiovisuelle publique sur le soutien à la création et l'information. Mais ça, on parle de la réforme de l'audiovisuel aujourd'hui. En définitive, derrière cette concentration pour faire des économies, parce qu'il s'agit de l'audiovisuel public, qui est financé de plus en plus par la publicité, d'ailleurs, ce qui a considérablement dégradé la qualité, notamment de la radio ces derniers temps, de la radio publique. On a déjà une radio publique qui est sous influence. Il y a certaines émissions qui sont quasiment Radio Macron aujourd'hui dans les radios publiques, à certaines horaires. Donc, là aussi, il s'agit à la fois d'un contrôle plus fort et de faire des économies, donc diminuer le personnel, diminuer le nombre de journalistes et faire en sorte que l'information soit une information contrôlée, mais quasiment autocontrôlée. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément, bien sûr, le gouvernement ne décroche pas le téléphone comme le faisait comme ça se faisait à l'époque du général de Gaulle avant 68, pour dire voilà ce qu'il faut que vous disiez. Mais il y aura un système à la fois de financement et de contrôle de l'audiovisuel public qui fera que la censure se fera quasiment naturellement. Et, on le voit bien, on voit bien la dérive arriver aujourd'hui, y compris dans les émissions de radio et de télévision. Il y a des émissions de télévision qui, sous pression, ne sont pas diffusées. Elles ne sont pas vraiment interdites, mais elles sont plus diffusées. Donc il n'y a pas de censure officiellement, mais il y a une censure de fait parce que les diffusions de telle ou telle émission jugée non conforme n'est pas diffusée.
à France Inter, par exemple, tous les matins, dans la matinale de 7 à 9, on a pratiquement tous les matins un ministre, quelqu'un de la majorité qui vient développer comment la politique du gouvernement est bonne. Et on n'a pas de répondant et d'interrogation en face par rapport à cette propagande-là, parce qu'on est vraiment dans la propagande. Alors, nous passons à la proposition numéro 18, qui est plus dans un chapitre de faire des économies, mais plutôt d'éviter des dépenses inutiles. Donc, la proposition numéro 18, supprimer les doublons et améliorer le partenariat entre l'État et les collectivités territoriales. C'est-à-dire supprimer les tâches inutiles, comme ils disent. Alors, bien sûr, présenté comme cela, surtout après une décentralisation qui a été extrêmement vorace en emploi public, puisqu'on a doublé ou triplé même les missions qui se font au niveau de l'État, au niveau des régions, au niveau des départements, au niveau des communes, etc. Donc, rationaliser tout ça est une bonne chose, c'est évident. Sauf que là, il s'agit là aussi de faire des économies extrêmement fortes par non-dépenses, puisque derrière, la question est posée de est-ce qu'il ne faut pas supprimer toute une série de directions dans les départements, de directions de la fonction publique d'État dans les départements ou au niveau régional. Est-ce qu'il ne faut pas supprimer, par exemple, la direction départementale de la cohésion sociale qui s'occupe du logement social? Donc, si vous ramenez ça à la proposition qui concerne le logement dont on a parlé tout à l'heure, vous voyez bien, malgré tout, les cohérences qu'il y a. Est-ce qu'il ne faut pas supprimer les directs, c'est-à-dire la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, au moment où les scandales du point de vue de la consommation sont de plus en plus fréquents et de plus en plus dans le débat public compte tenu de ce qui se passe, que ce soit le hachis parmentier au cheval ou que ce soit les vaches malades de Pologne. Mais c'est pas seulement ça, il y a eu toutes des histoires aussi sur un certain nombre de fromages, etc. Donc on est devant là aussi la volonté de faire que toutes ces questions-là, que ce soit pour la consommation, que ce soit sur le travail, les contrôles se fassent par autocontrôle dans l'entreprise elle-même, sans contrôle de l'administration. D'où les questions, faut-il fermer toutes ces directions départementales ou régionales qui faisaient notamment ces contrôles-là ou qui qui administraient tel ou tel secteur. Et on sait que l'autocontrôle, ça ne fonctionne jamais. Vous n'allez pas demander au voleur de faire en même temps l'office de gendarme et demander au voleur qu'il s'arrête lui-même en sortant de l'appartement qu'il vient de cambrioler. C'est un peu ça l'autocontrôle finalement. Donc voilà. Et derrière, il y a 1 milliard d'euros d'économie puisqu'il s'agit justement de poser la question de savoir si tel ou tel service n'est pas de trop. Alors, on a là une mise en place, mais on pourra éventuellement en reparler lundi prochain. La création de l'Agence des territoires est un exemple typique de justement cette réorganisation de l'administration pour la mettre à disposition totale du secteur des multinationales là, il s'agit essentiellement des bâtiments et des travaux publics, des grands équipements, où même le financement de cette agence sera fait par le privé et par les entreprises concernées par les contrôles et par l'activité de cette agence. Oui, mais on ne va pas dévoiler la troisième session, Jean-Claude. Oui, mais c'est pour amorcer et faire voir que les choses avancent. Et c'est à relier également, bien entendu, à ce qu'on a dit sur la réforme, la proposition numéro 2, si je me souviens bien, sur la réforme de la fonction publique, du statut de la fonction publique et des missions de fonction publique
tel que le prévoit le gouvernement. Et donc, on arrive à la proposition 19 qui est dans la même lignée, hein, renforcer la cohérence de l'action publique territoriale. Oui, mais c'est la même lignée, et ça aussi, l'Agence des territoires est tout à fait significative dans ce domaine-là. Là, c'est pareil, les économies substantielles, c'est le terme qui est utilisé, mais elles ne sont pas chiffrées, parce que selon que l'on pourra fermer plus ou moins de services et transformer plus ou moins de services en agences, faire financer les services de l'État par le crowdfunding, par la philanthropie et par les entreprises privées, il est évident que le niveau d'économie sera tout à fait différent. Et ça se réglera, ça, au rapport de force, d'une certaine façon, dans la lutte sociale qui va être menée dans la fonction publique, mais aussi dans ce qui est en train de se passer dans le pays, par exemple avec les Gilets jaunes, qui protestent et qui mettent en avant une revendication de développement de services publics, de non-fermeture des services publics, etc. Donc, c'est pour ça que ça peut aller vers un chiffrage très important du point de vue des économies, mais s'il y a une résistance sociale forte, il faut espérer que ça ira au contraire vers une amélioration du service public dans notre pays. Donc, ça aussi, on verra dans les conclusions à la fin du 3e webinaire. L'histoire n'est pas écrite. Ce n'est pas parce qu'il y a des propositions qui ont fait CAP 2022 que les choses vont rentrer toutes en application, bien évidemment. On voit bien que notre pays n'accepte pas forcément ce vers quoi on veut le conduire, en tout cas. Et donc, on arrive à la proposition numéro 20, mettre un terme à toutes les interventions publiques dont l'efficacité n'est pas démontrée. Alors, efficacité non démontrée. C'est le prolongement de tout ce qu'on a dit. Et là, ce qui est en cause, c'est notamment la suppression des niches fiscales, mais vous voyez aussi des niches sociales. Donc, est-ce que l'efficacité du RSA est démontrée? Voilà, point d'interrogation. Et si l'efficacité de telle ou telle prestation sociale n'est pas démontrée, alors démontrée au nom de quoi? Après, c'est quand même les technocrates, Bercy, qui vont démontrer que c'est utile ou non, sous la pression souvent du système financier, du système bancaire. Donc là, on n'a pas de précision sur le type de prestations qui pourrait être concerné. C'est un peu quelque chose de générique, mais on voit bien que les économies attendues sont extrêmement importantes puisqu'il s'agit de 7 milliards d'euros par an. Rassurez-vous, ce n'est pas le CICE qui va être supprimé, alors que son inefficacité est parfaitement démontrée. Il y a un rapport du Sénat qui le démontre et il y a toute une série d'études qui le démontrent. Mais celui-ci n'est pas en cause. Les contrats aidés, par contre, oui, mais pas le CICE. Pas le CICE, pas l'ISF supprimé, etc. Proposition, pour finir les deux dernières propositions, la numéro 21, mutualiser davantage l'achat public et développer les externalisations. Alors là, on a deux mesures qui sont d'une certaine façon assez différentes. Mutualiser davantage les achats publics, oui, pourquoi pas. Si 3 ou 4 ministères peuvent acheter ensemble les crayons et le papier et les photocopieuses et que ça coûte moins cher, pourquoi pas. Donc, de ce point de vue-là, oui, mais il ne s'agit pas exactement de ça. Les exemples qui ont été pris, c'est les achats sur étagère pour l'armée. C'est-à-dire que là, l'armée va acheter aux industriels un équipement quelconque. Prenons un exemple, un Rafale, et en même temps qu'il achète le Rafale, il achète la maintenance du Rafale, voire l'utilisation même du Rafale. Ça peut aller jusque-là. Et c'est ça, les achats sur étagère. Donc, on achète toute la prestation, pas seulement l'équipement. Alors que jusqu'à présent, il y a encore quelques années, c'était les arsenaux qui fabriquaient l'armement français. Ça a été privatisé, mais on achetait les équipements. C'est-à-dire qu'on achetait les chars, on achetait les avions, et c'était l'armée qui entretenait. Mais maintenant, c'est plus l'armée. Donc, ça coûte forcément plus cher parce que l'entreprise privée, en général, ne fournit pas ses prestations gratuitement.
Donc voilà, ça c'est les achats publics. Donc ça peut être une bonne chose, mais ce qui est mis en avant, c'est pas forcément ce qu'on pourrait imaginer derrière la mutualisation des achats publics. Et le développement des externalisations, c'est clair, c'est les privatisations. Et d'ailleurs, ce qui est proposé, c'est privatiser 150 km d'autoroutes supplémentaires, en plein scandale de la privatisation des autoroutes, hein, privatiser l'aéroport de Paris, en plein scandale aussi là, de la privatisation des autoroutes. Donc, c'est brader, ce qu'on dit de façon un petit peu grivoise, les bijoux de famille, au bénéfice d'un certain nombre de grandes entreprises multinationales. Et en bradant justement ça, alors que ça coûte plus cher, démonstration faite avec l'histoire des autoroutes, puisque aujourd'hui, ce que les autoroutes rapportent aux entreprises qui les gèrent a largement dépassé le prix de vente des autoroutes à l'époque. Donc, on a une rente qui disparaît en définitive pour l'État. Et donc, améliorer les dépenses publiques, vous voyez bien que ce n'est pas des économies, c'est améliorer les dépenses publiques de 3 milliards, dont 1,2 milliard d'économies. Derrière le milliard 800 000 qui ne sont pas des économies, se profilent des non-dépenses sans doute, comme on le fait à travers l'entretien des autoroutes, où on allonge les durées de concession moyennant quelques travaux, et ce qui permet d'élargir le temps pendant lequel les compagnies d'autoroutes feront des bénéfices en augmentant de façon inconsidérée le prix des péages. Et on arrive donc à la proposition numéro 22, la dernière du rapport, qui est faire payer directement l'usager de certains services publics. Alors là, la diapo ne s'affiche pas. J'ai essayé de faire des petites animations et je pense que ça n'a pas été très concluant. C'est une animation mystère, mais globalement, on comprend bien, faire payer directement l'usager. Faire payer directement l'usager, bon, mais vous l'avez à travers l'exemple des autoroutes où on paye le péage. Il s'agit, alors qu'il y a un grand débat, par exemple, sur la gratuité des services publics, du métro, des choses de ce type-là, au contraire, de faire en sorte que ce soit les usagers qui payent complètement le coût du service. Il s'agit de faire payer les contrôles sanitaires à ceux qui sont contrôlés, notamment donc, aux paysans dans leur exploitation, etc. Et dans la liste, il y a les services consulaires et les subventions à Business France. Business France, c'est un organisme qui est chargé de vanter l'exportation du savoir-faire français à l'étranger. Bon, mais l'essentiel, c'est quand même ce qui relève des transports, des contrôles sanitaires. Voilà. Économie envisagée, 2 milliards 300 millions. C'est pas négligeable, c'est 2 milliards 300 millions qui sont pris en fait dans la poche de l'usager, alors que l'usager a souvent payé ses services publics par ses impôts. C'est oui, ça qu'il faut comprendre. C'est que les autoroutes, on les paye plusieurs fois, puisqu'on les a payées par les impôts pour les construire en général. En plus, on les a payées presque une deuxième fois parce qu'on a emprunté aux banques pour pouvoir les financer. Et maintenant, on les paye une troisième fois avec le péage. Voilà, donc c'est ça finalement qu'on appelle faire payer directement certains services au public, c'est-à-dire le faire payer plusieurs fois. Très bien. Donc voilà, on arrive à la conclusion du contenu de ce rapport avec ces 22 propositions. Et donc la semaine prochaine, donc lundi 11 février, on attaquera la 3e session pour ce que tu as déjà un petit peu amorcé, Jean-Claude, quand même, où on arrive à la conclusion que c'est une politique qui est déjà à l'œuvre. Enfin, c'est pas uniquement un rapport sur ce que la France voudrait mettre en place, mais qu'il y a déjà des choses qui sont déjà à l'œuvre actuellement. Et donc, c'est l'objet de la prochaine session.
Oui, il y a déjà dans toute une série de lois qu'on va voir la semaine prochaine, des lois qui ont été votées, soit en cours d'examen par le Parlement. Et l'intérêt de ce rapport, c'est pas tellement qu'il y ait des choses extrêmement nouvelles, mais c'est qu'il y a une grande cohérence et qu'il explicite en définitive ce qu'est la politique du gouvernement vis-à-vis de la façon de gouverner le pays. Et voir comment on prend des dispositions pour que les véritables gouvernants du pays, le véritable gouvernement, ce soit les multinationales. Et ça va de ce qu'on a dit de la norme jusqu'aux accords de libre-échange au niveau international, puisqu'un certain nombre de normes, comme par exemple les normes comptables, sont élaborées par les multinationales au niveau international. On vous invite bien sûr à creuser le sujet, à avoir plus d'informations, à lire notre petit livret qui est indiqué aussi sur la page de notre site internet et à suivre la troisième partie, le troisième webinaire la semaine prochaine. Eh bien, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.